Safia FM, la radio H24. Beaucoup d'enfants mineurs travaillent en Afrique. L'un de leurs droits le plus fondamental est bafoué, celui d'une éducation de base qui leur donnerait les moyens de se construire un avenir meilleur. Détail dans un instant. Le Conseil national de dialogue politique est un organe chargé de promouvoir un consensus autour des questions d'intérêt national et des principes démocratiques et républicains. Zoom sur cet organe dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur Dam, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia, un journal que nous ouvrons par cette conférence de presse du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel animée hier matin. Objectif, informer l'opinion nationale de l'évolution des négociations entre Areva et l'État du Niger. Ladan Hamidou Tchana, ministre des Mines et du Développement industriel, que je vous propose de suivre. Des éclaircissements par rapport à la conférence de presse avortée du samedi 11 janvier 2014 et faire le point sur les négociations actuelles qui se poursuivent entre l'État du Niger et la multinationale française du secteur minier Areva. Tel est l'objectif de la conférence de presse animée par le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel. Le point que je tiens à éclaircir, c'est concernant l'annulation de la conférence de presse prévue le samedi dernier. En effet, il était prévu que des agents du ministère expliquent quelques points relatifs aux négociations. Mais après analyse, on s'est demandé est-ce que c'était stratégique à la veille de négociations avec nos partenaires d'exposer notre stratégie, les points de désaccord. On est arrivé à la conclusion que ce n'était pas opportun et les agents du ministère sont venus vous expliquer les motifs de ce report. Donc, vous voyez bien, contrairement à ce qui a été dit et écrit, il n'a jamais été question pour moi d'annoncer une quelconque démission. Malheureusement, une certaine presse qui aime le sensationnel, je peux dire même le scandale, s'est permis de véhiculer une telle fausse information. Ces négociations avec le société minière se font sous ma direction et uniquement sous ma direction. J'ai autour de moi une femme et des hommes compétents qui me donnent entière satisfaction avec lesquels nous défendons pied à pied les intérêts du Niger et uniquement les intérêts du Niger. Ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point, parce que ça aussi ça a été dit, je crois, dans une déclaration. Les gens ont parlé de l'opacité des négociations. J'aimerais dire d'abord que les négociations avec les sociétés minières est une prérogative exclusive du gouvernement. Ni la société civile, ni quiconque d'autre ne doit être partenaire à ces négociations.
nous devons le faire dans la discrétion. Ce que les Nigériens sont en droit d'attendre de nous, c'est que ces négociations se fassent dans l'intérêt du Niger et pour préserver les intérêts du peuple nigérien. Face à la presse, le ministre a répondu à plusieurs questions, dont entre autres les points sur lesquels Areva n'est pas d'accord sur la loi minière de 2006 ou encore quelle solution si Areva décide de jeter l'éponge. C'est une question un peu technique, je vais essayer de la résumer. Dans les conventions, on parle de stabilité fiscale. C'est ce qui est écrit dans la convention qui lie Cominac et Soumaïr de 2001 à 2013. De 2003 à 2013, les 10 ans. Et cela a été signé sous l'empire de la loi de 93. Mais entre-temps, il y a une nouvelle loi qui est intervenue, qui est celle de 2006. Donc, à partir de cet instant, à partir de l'instant où la convention arrive à son terme, on ne peut plus appliquer une loi qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire les dispositions fiscales de 93. Voilà le différend qu'il y a entre les sociétés minières. Nous disons que les dispositions fiscales qu'ils veulent qu'on continue d'appliquer ont été abrogées par la loi 2006. Donc les seules dispositions fiscales valables aujourd'hui sont celles contenues dans la loi 2006. Que faire si Areva s'en va? Je vous répondrai à cette question le jour où ça se fera. Figurez-vous que l'uranium est une matière énergétique très demandée. Et si nous avons beaucoup de sociétés de prospection dans le domaine, ce n'est pas pour rien. En tout cas, nombreux sont les Nigériens qui attendent impatiemment l'issue de ces négociations pour que désormais, quand on parle de contrat entre le Niger et Areva, ça soit un contrat gagnant-gagnant. Voilà, nous reviendrons sur cette conférence de presse demain en partie magazine du journal. Cela dit, le groupement des jeunes du quartier Bassora a rendu public ce matin au centre culturel Umoruganda de Niamey une déclaration. Objectif, adhérer au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme et parallèlement soutenir le programme de renaissance du président. La teneur avec Abdou Kimba, délégué du dit groupement. Donc, conscient de la nécessité de soutenir l'engagement et les actions du président de la République, son Excellence Al-Hajj Mahamadou Issoufou, que le groupement de jeunes de Bassora a pris la décision d'apporter son soutien ferme au programme de renaissance du Niger initié par le chef de l'État en adhérant au PNDS Tareya, donc à la MRN. Nous ne doutons aucunement de la détermination du président de la République et du chef de gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini, a reçu le pari du développement du peuple nigérien. Par ailleurs, nous, les jeunes de Bassora, encourageons et félicitons tous les patriotes sincères et quelques bords politiques, que ce soit ayant pris la courageuse décision de se joindre au gouvernement de large ouverture souhaitée par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. Nous ne doutons pas que dans les jours à venir, d'autres Nigériens patriotes sincères comprendront la nécessité et s'unir autour du chef de l'État et prendront la bonne décision de rejoindre la MRN. Autre aspect de cette édition, clôture hier soir au centre culturel Umoruganda de Niamey des travaux du 5e congrès ordinaire du Parti des masses pour le travail PMT Albarka. Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné la fin de ces travaux. D'autres précisions avec Abdul Karim Mamalo, président du dit parti. Ces succès, je dis, resteront encore longtemps gravés dans la mémoire des militantes et militants qui se rappelleront toujours
la silhouette de chaque membre de la très forte délégation de l'Union pour la Renaissance, parti sacariste du Burkina Faso. J'ai nommé le camarade Toé Fidèle et le camarade Désiré Traoré, respectivement membres du conseil d'honneur de l'UNEL-MS et secrétaire chargé des relations extérieures au titre du secrétaire exécutif de leur parti. Le Congrès nous a donc engagés à redoubler d'efforts pour atteindre un taux de représentativité de 50% d'ici les 6e assises du Congrès ordinaire qui auront lieu, Inch'Allah, en 2018 à Zender. Le Congrès nous a aussi engagés à améliorer la participation des femmes et des jeunes dans les structures du parti. En ce qui concerne les femmes, les assises de 2018 seront alors le congrès de la parité hommes-femmes dans les instances de décision du parti. D'ores et déjà, avec 15 femmes sur 51 membres du comité exécutif central qui viennent d'être élus, nous avons beaucoup amélioré cette performance qui se situe aujourd'hui à 29,42% et nous sommes à l'aise pour revendiquer la parité du genre et lutter pour son instauration dans le fonctionnement des partis politiques et bien sûr dans les postes nominatifs et électifs. 18 janvier 2011, 18 janvier 2014, cela fait 3 ans que le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a vu le jour. À l'occasion de ce 3e anniversaire, le RJRN a organisé un meeting à son siège. Le rassemblement a ainsi dressé le bilan des 3 années d'existence de leur structure. Compte rendu Isidore Banaba et Jamil Omar. En ce jour 18 janvier, le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger RJRN souffle ses 3 bougies. Créé en 2011 avec pour objectif principal d'accompagner les actions du président de la République, ce 3e anniversaire est donc une occasion pour le RJRN de faire le point sur les actions menées en vue d'accompagner les autorités dans le cadre de la consolidation de la paix et le développement socio-économique du Niger. Le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a d'une part entrepris des sessions de formation politique, idéologique et de renforcement des capacités de ses membres autour des différents axes du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, sur les thèmes suivants. Sensibilisation des jeunes sur le contenu du programme de renaissance. Rôle et place de la jeunesse dans les processus de renaissance. Des actions saluées par le directeur de cabinet adjoint de la présidence qui a par la même occasion appelé les jeunes à la persévérance afin de contribuer à la réalisation des actions inscrites dans le programme de renaissance du président de la République. Je voudrais juste saluer le travail que le rassemblement mène depuis aujourd'hui 3 ans. C'est un travail de conscientisation, c'est une activité de citoyenneté, c'est un mouvement d'adhésion au programme de la renaissance du président de la République. C'est vraiment présenter le Niger en tout ce qu'il a de bien et de positif. Et pour cela, je dois les remercier. Je dois d'autant les remercier qu'ils sont tous des jeunes et la jeunesse, c'est ça l'image de notre pays. Moi, je vous vois rassembler tous ici. C'est ça la structure de la population du Niger et c'est cette population qui est pleine d'espoir qui va permettre à notre Niger de se transformer. Ce 3e anniversaire est placé sous le thème « La lutte contre la corruption au Niger ». Preuve que cette structure entend désormais œuvrer main dans la main avec les autorités du Niger pour lutter contre ces fléaux qui freinent le développement socio-économique du pays. Le RJRN de réitérer son engagement sans faille à travailler main dans la main avec la Halcia pour relever les défis de lutte contre la corruption. Le RJRN formule les vœux de voir se concrétiser effectivement la réalisation de ces 4400 classes. Le RJRN demande au gouvernement de tout mettre en œuvre afin que le code minier de 2006 soit appliqué, car il nous rassure d'un partenariat gagnant-gagnant profitable à l'ensemble des populations nigériennes. Le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a par ailleurs salué tous les efforts consentis par le gouvernement, notamment la construction des 1400 classes au cours de l'année 2013, le recrutement de plus de 25 000 jeunes dans la fonction publique et la promotion des libertés individuelles et collectives des Nigériens. Dans le même registre, les membres de l'association Le Village ont célébré ce matin le 2e anniversaire de leur association.
L'association Le Village est un club d'écoute créé autour de l'émission Résonance matinale, une émission présentée par la Rose des Sables Marie Cissé sur la radio Dounia. Compte rendu Idi Maman Siraji et Jamil Omar. C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité et de convivialité que les membres de l'association Le Village se sont retrouvés pour fêter le 2e anniversaire de leur association. Une association née d'une passion commune qui est celle de l'écoute de la radio Dounia, notamment l'émission Résonance matinale de l'animatrice Marie Cissé. Je ne peux que dire que je suis vraiment contente de savoir qu'il y a tout un monde qui nous écoute. Et les retrouvailles, c'est toujours un plaisir. Et je n'ai jamais su qu'on avait un monde fou qui écoute Dounia. Et il a fallu organiser des fêtes pour savoir. Bien qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu venir, il y a beaucoup qui ont appelé pour dire qu'ils ne sont pas disponibles. Mais je ne peux que remercier tout ce beau monde. C'est le vice-président de l'association qui a donné le coup d'envoi de la cérémonie à travers un discours assez significatif. Le village a aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans d'existence. Sa devise est solidarité, unité, développement. Notre jeune association vise, entre autres objectifs, à unir, organiser et coordonner les actions de ses membres dans le cadre de la solidarité nationale. Favoriser les échanges pour améliorer les bien-être de ses membres et au-delà de la population nigérienne. Soutenir et rapporter son aide aux groupes les plus défavorisés ou victimes des catastrophes naturelles. Nous pouvons dire que le bilan est acceptable au vu de nos maigres moyens, étant entendu que notre organisation ne vit présentement que sur des ressources issues uniquement des cotisations de ses membres. S'en est suivi les mots du directeur général du groupe Dounia qui, après avoir apprécié l'initiative et adhéré au village, a rassuré les membres de celui-ci du soutien du groupe Dounia. Je connais votre village à travers Marie Cissé, puisque moi je suis un homme du métier. Je vous encourage en tout cas à continuer dans ce élan-là. Et je vous assure que je suis prêt à vous aider et à vous accompagner. Dounia, c'est votre radio, c'est votre télévision. Une télévision qui ne s'occupe pas du public, le public lambda n'est pas une télévision. Vraiment, c'est la télévision de tout le monde, tout celui qui veut, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, n'a qu'à venir parler. Tout ce que nous ne voulons pas à Dounia, c'est insulter les gens. Le président de l'association revient quant à lui sur les ambitions que nourrit le village. L'année dernière, nous avons eu au cours des inondations à faire des dons, de vivres, même de l'argent, pourquoi pas. Et même des gens qui sont malades, nous leur apportons notre soutien. Maintenant, au niveau du village, à chaque fois qu'il y a un événement parmi un des membres du village, nous nous organisons tous, nous cotisons pour appuyer cette personne. Pour le moment, c'est une jeune organisation, mais nous comptons vraiment l'élargir sur l'ensemble du territoire parce que nous avons déjà des représentants au niveau de chaque région. Pour le moment, nous n'avons pas encore, nous sommes à l'élaboration des différents textes, statuts et règlements intérieurs que nous allons déposer nécessairement pour qu'on nous reconnaisse officiellement. Cela nous permettra effectivement de demander des appuis un peu partout. Mais pour le moment, nous vivons seulement de nos cotisations. La cérémonie s'est poursuivie sur fond d'une ambiance riche en couleurs. Le fait de voir toutes ces personnes réunies autour d'une seule passion qu'est la radio prouve en un point douté toute la force et la puissance que la radio peut avoir dans le cadre du développement. Bon vent au village. Joyeux anniversaire donc à tous les villageois. Cela dit, actualité dans nos régions, un véhicule de marque Toyota a été enlevé à Arlit par 2 individus armés. Une course-poursuite s'est alors engagée entre les braqueurs et les policiers. Le compte-rendu de Ramidi Alassane et Cédric Mamadou. Braquage, enlèvement, accident, course-poursuite à pied à travers les ruelles du quartier Bukoki 2 d'Arlit. Bref, la scène est digne d'un film policier. C'est donc le spectacle ahurissant auquel auront assisté une partie des habitants de la commune d'Arlit. La course-poursuite étant engagée par le propriétaire du véhicule et les forces de défense et de sécurité qui se sont promptement déployées sur les lieux, les 2 bandits coincés ont tenté de prendre la fuite à pied. Suivons le film des événements avec le commandant de la garde nationale d'Arlit. De 13h02, j'étais appelé par un de mes éléments qui se trouvait dans le quartier
Bukoki 2, n'est-ce pas? Bukoki 2. Voilà, donc me faisant état d'un enlèvement d'un véhicule pick-up Toyota Essence FI 2500 qui a été piqué par des bandits armés d'un AK-47. Donc aussitôt, la première réaction c'est d'alerter les collègues FDS, donc qui étaient vraiment mobilisés d'une manière très rapide et promptement. En moins de 20 minutes, on a bouclé tous les quartiers. Donc aux environs de 13h25, le véhicule qui a été même pourchassé par les propriétaires du véhicule enlevé par un autre véhicule qu'ils ont pu trouver, ils ont pu coincer les bandits au niveau des marchés à bétail. Dans une ruelle, ils l'ont coincé, ils l'ont empêché de suivre la rue. Il a préféré cogner la mosquée, une mosquée, un hangar d'une boutique. Donc les hangars étant solides, a pu freiner le véhicule. Aussitôt ils ont débarqué, ils ont pris la fuite. Auparavant, ils ont tenté de tirer sur l'autre véhicule, le propriétaire du véhicule qui était dans un autre véhicule qui les poursuivait. Heureusement, l'arme a calé. Ils n'ont pas pu tirer, donc certainement ce qui les a motivés aussi à jeter l'arme et puis prendre la poudre d'estampette en escaladant les boutiques et les maisons qui sont tout aux alentours du marché à bétail. Donc c'est ainsi, tous les FDS ont convergé là-bas. On a fouillé maison par maison. Il y a aussi à noter la mobilisation et la contribution de la population du quartier qui a vraiment apporté un soutien ferme et prompt aussi. Parce que partout où ils passent, partout où ils sortent d'une maison à l'autre, on nous les signale. Et puis finalement, jusqu'à là où on nous les a signalés, les premiers bandits qu'on a arrêtés, l'autre étant toujours en fuite, il s'est retranché dans une maison abandonnée où il y a même des déchets. Après qu'il a vu les FDS contourner la maison, il a quitté la maison pour traverser les boutiques. Il est rentré dans un atelier d'un tailleur. Il a cherché de se couvrir même avec une couverture. Lors de la cérémonie de restitution du véhicule enlevé et du bandit appréhendé, le secrétaire général de la préfecture d'Arlit a salué la précieuse mobilisation de la population et surtout la prompte réaction des forces de défense et de sécurité ayant permis avec efficacité la localisation de la Toyota et l'arrestation du malfrat. Je vous le disais, selon l'Organisation internationale du travail, c'est en Afrique que l'on compte le plus grand nombre d'enfants économiquement actifs. 41% des enfants du continent travaillent. À quel point la question du travail des enfants en Afrique est-elle une préoccupation? Élément de réponse dans ce dossier signé Al-Mokhtar Kaini. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des charges ou qui risque de perturber son éducation ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Tel est l'esprit de l'article 15 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Bien que protégé par cette disposition, l'enfant est aujourd'hui victime de plusieurs types d'exploitation. Par définition, on entend le travail des enfants tous ceux qui sont donc inférieurs à moins de 18 ans et qui s'adonnent à des activités lucratives, soit à leur propre profit ou au profit d'autrui. Et un travail malheureusement qui souvent porte des préjudices sur leur vie et leur développement. Un travail également qui porte préjudice, en tout cas sur leur avenir, parce que ça ne leur permet pas d'être dans la plénitude, malheureusement, de leurs droits et de leurs capacités physiques ou intellectuelles. Mais c'est surtout beaucoup plus des travaux qui nuisent à leur santé. C'est également un travail pour lequel soit l'enfant n'est pas bien rémunéré, ou soit c'est quelqu'un qui profite du fruit donc, de ce travail-là.
Plusieurs facteurs concourent au développement et au maintien de ce fléau, dont entre autres la pauvreté et le dysfonctionnement du secteur éducatif qui ne sont pas sans conséquences. Majeure partie, la plus grande partie, la cause majeure du travail des enfants, c'est surtout la pauvreté ambiante et généralisée des populations. Il y a aussi le faible pouvoir d'achat des populations nigériennes. Il y a aussi la baisse du niveau scolaire qui pousse les enfants à abandonner l'école et donc à s'adonner à des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Il y a aussi le désengagement progressif de l'État dans les secteurs économiques de base. Il y a aussi l'exode rural. Et aussi, il faut le dire, il y a aussi le handicap physique de certains parents. Du coup, ils délaissent les enfants, ils démissionnent totalement et ces enfants s'adonnent à des activités, à des petits métiers pour subvenir à leurs besoins au quotidien. Force est de constater que face à cette situation se trouvent des structures œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l'enfant. Des structures qui travaillent d'ailleurs remarquablement pour le bonheur des enfants. En termes d'alternatives, je ne pourrais que peut-être parler de notre organisation qui est EPAD. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour parer à cela, en relation avec le ministère de la Protection de l'Enfant, avec le soutien de l'UNICEF, c'est la protection de l'enfant à base communautaire. C'est une nouvelle approche, qui est une approche holistique, qui sort de toutes ces approches catégorielles et qui permet en tout cas d'attaquer la protection de l'enfant au niveau des communautés. Dans la validation des budgets, des budgets que proposent les collectivités, s'assurer que la dimension protection, formation de la jeunesse est prise en compte dans les budgets avant de les valider. Avec quelle autre alternative peut-on mettre les enfants à l'abri de ce fléau? Élément de réponse avec la coordinatrice du réseau des communicateurs pour les droits de l'enfant, RECODE Niger. Nous allons faire des propositions suivantes. D'abord, nous allons faire un large plaidoyer auprès des autorités afin vraiment de prendre en compte, afin d'œuvrer pour la protection de l'enfant. Ça, c'est une première proposition. Ensuite, nous allons essayer de mener des campagnes de sensibilisation, pour sensibiliser les parents sur les risques que les enfants encourent, en s'adonnant à des activités de manière précoce. En Afrique, 70% de la population est jeune. Parmi elles figurent les enfants que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant définit comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. N'a-t-on pas coutume de dire que le développement de toute nation est basé sur la jeunesse? Alors, préservons-les de toute exploitation physique ou mentale pour le bonheur de l'humanité. Cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Le CNDP est un organe qui contribue au renforcement et à la consolidation de la paix. Zoom sur cet organe avec ce dossier signé Moudi Moussa. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Cadre par excellence d'expression politique, le Conseil national de dialogue politique constitue de manière incontestable un véritable vecteur de résolution et ou de prévention des crises et autres contentieux électoraux. Créé par décret présidentiel en 2004, le CNDP a pour vocation, entre autres, de promouvoir la paix, la stabilité, mais aussi de favoriser la recherche du consensus autour des questions d'intérêt général touchant à la vie de la nation. Le CNDP est un cadre de concertation entre les partis politiques autour des questions d'intérêt national. Donc, à ce titre, le CNDP peut se pencher, par exemple, sur les questions concernant la charte des partis politiques, le code électoral, l'accès des médias et le code d'éthique, par exemple. Le CNDP est un cadre permanent de prévention et de règlement des conflits politiques et de concertation entre les partis politiques autour des questions d'intérêt national. Une mission que le CNDP a toujours su mener à bien depuis sa création il y a exactement 10 ans. Une réputation qui a d'ailleurs valu à l'institution de gagner l'assurance et la confiance des partenaires internationaux et au pays de surtout bénéficier d'une stabilité politique
Même si dans les rangs de l'opposition, des voix s'élèvent pour demander une redynamisation de cet important créneau. Pendant 10 ans, le CNDP a eu à faire ses preuves et aujourd'hui, beaucoup de pays sont venus s'inspirer de cette expérience nigériane. Nous pensons que l'essentiel aujourd'hui est de redynamiser le CNDP parce que ça a permis de mettre à l'abri les Nigériens d'un certain nombre de crises que certains pays ont connues. Est-ce que le CNDP joue son rôle? Je pense qu'il le joue, mais pas pleinement. Parce qu'on a tendance à limiter le CNDP uniquement en ce qui concerne les élections. Mais je pense que lorsque vous prenez les différentes attributions du CNDP, même les crises que nous sommes aujourd'hui en train de traverser pouvaient être traitées au niveau du CNDP. Lorsqu'au niveau de l'ARN, en son temps, nous avons porté l'affaire entre guillemets dite Abdelabo au CNDP, nous avons jugé de nous retirer. Certains ne nous ont pas compris. Alors que les problèmes politiques, quand vous regardez les attributions du CNDP, les problèmes politiques devaient être discutés au niveau du CNDP. C'est vrai, ce ne sont pas des décisions qui ont force de loi qui sont prises là-bas, parce que les décisions sont prises sur une base consensuelle. Mais à partir du moment où elles sont sur une base consensuelle, le gouvernement a plus ou moins une obligation morale de les faire respecter. Aujourd'hui, nous avons des crises au Niger, une crise politique, même si on ne veut pas l'avouer. Je pense que si on avait le courage de se servir du CNDP, les gens vont se regarder comme les yeux dans les yeux pour discuter de ce problème-là. Je pense qu'on pouvait trouver des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le CNDP n'a jamais joué son rôle comme il l'a joué cette année. Parce que si vous vous rappelez, il y a quelque temps, l'opposition avait boudé les travaux du CNDP. Et Dieu faisant, aujourd'hui, celui qui préside aux destinées du CNDP, les Nigériens sont unanimes à reconnaître que le Premier ministre Brigitte Raffini est un homme sage. Bien que l'opposition ayant boudé le CNDP, le Premier ministre a tout fait, a usé de sa sagesse, de son bon sens pour le ramener autour de la table de négociation au CNDP. CNDP, il regroupe l'ensemble des partis politiques légalement reconnus. Et tout parti politique est souverain. S'il y a une crise au sein d'un parti politique, il ne revient pas au CNDP de résoudre cette crise. Nous avons vu, au moment où l'opposition avait boudé les travaux du CNDP, c'était juste parce que le ministre Abdelabo, qui était de l'autre aile de la CDS, présidait les travaux du CNDP à l'absence du Premier ministre. Donc c'est une crise, par exemple, qui regarde le CDS, pas le CNDP. Le CNDP a résolu beaucoup de problèmes. Quand vous voyez les problèmes de Labo là, comme Labo était ministre chargé de la classe politique, et il dirigeait le CNDP. À l'époque, l'opposition a refusé d'assister donc à la réunion du CNDP. Mais parvenir, donc on s'est vu au niveau du président du CNDP, le secrétaire permanent du CNDP, ils ont vu là, c'est l'intérêt de la nation. Venez travailler pour le Niger, venez travailler pour notre classe politique, c'est important. Ne pouvons pas avoir un problème personnel. Le problème de Labo là, c'est autre cas. Maintenant, Labo n'est plus pour le ministère de l'Intérieur. Le CNDP a repris. Tu as vu? Maintenant, c'est un consensus, on est en train de travailler. Jusqu'à aujourd'hui, on va fêter donc, le 10 ans anniversaire du CNDP avec tous les représentants des partis politiques présents ici au Niger. Servant d'exemple pour de nombreux pays, notamment de la sous-région, qui s'en servent de l'expérience, cet organe faisant également la fierté de la démocratie nigérienne, entend d'ailleurs célébrer son 10e anniversaire sous le signe de la stabilité. Pour ce faire, le CNDP pourrait désormais compter sur une participation effective de l'opposition politique qui entend jouer la carte de l'apaisement et de la responsabilité tout en accordant plus de chances au dialogue. Nous avons décidé en mars passé, en mars 2013, de boycotter le CNDP pour des raisons que nous avons eu à avancer. Et nous étions sur l'élaboration du cadre pour le fichier électoral biométrique quand la crise s'était accentuée et nous avons jugé utile de nous retirer. Et lorsque nous sommes retirés, le gouvernement avait jugé avec un certain nombre de partis de la majorité, avec les partis de la majorité, parce que en ce temps-là, c'était l'ARN seulement. Après le départ de Lumana aussi a décidé de ne plus assister aux travaux du CNDP. Il en est de même des partis non affiliés. La majorité avait jugé utile qu'elle avait un quorum à terre, alors qu'au niveau du CNDP, on n'a jamais parlé de quorum, et avait jugé utile de faire passer ce test-là sur la biométrie.
Et vous rendez à l'évidence que cela allait être une crise majeure pour notre pays. Et nous, au niveau de l'opposition, nous avons jugé utile qu'il est nécessaire de mettre un peu de l'eau dans le vin et d'examiner ce texte-là. Nous avons écrit au Premier ministre et il nous a répondu favorablement. Vous avez vu, un texte consensuel est sorti, qui est parti à l'Assemblée et ça n'a même pas été l'objet de débat, beaucoup d'objets. Il y a eu des amendements. Maintenant, le texte est parti à la Cour constitutionnelle qui a jugé que certaines actrices ne sont pas conformes à la Constitution. Nous allons revenir examiner ce texte-là le samedi prochain à la réunion du CNDP. C'est dire que notre retour du CNDP était un acte de responsabilité. Parce que si le gouvernement avait jugé utile lui seul d'adopter ces textes, c'est sûr et certain que nous allons aboutir à des crises. Nous avons décidé de revenir au CNDP. Nous pensons que les problèmes vont être discutés de la manière la plus responsable. En tout cas, je le dis avec responsabilité, nous avons foi à l'attitude du Premier ministre qui joue ce rôle de consensus, ce rôle consensuel pour que les travaux du CNDP puissent se dérouler dans les très bonnes conditions. C'est donc sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, dont les différents acteurs s'accordent à saluer la responsabilité que se tiennent régulièrement ou presque les réunions du CNDP. Des séances qui reprendront incessamment de plus belles, offrant ainsi l'occasion aux acteurs politiques des différents bords de débattre de plusieurs sujets d'importance capitale. Le CNDP a fait de son mieux. Le secrétaire permanent du CNDP, malgré que nous ne sommes pas dedans, mais vraiment ils ont fait un bon travail, ils ont réconcilié la classe politique. C'est déjà un acquis, c'est bon, il n'a qu'à continuer dans ce sens-là. Au niveau du CNDP, c'est le président, Premier ministre, qui est le président du CNDP, assisté du chef de la majorité et du chef de l'opposition. Malheureusement, quand le Premier ministre n'est pas là, c'est le ministre de l'Intérieur et ou le ministre de la Justice qui le remplace, ce qui n'est pas normal. Parce qu'ils ne sont que des personnes ressources. Il n'y a dans aucun papier, dans aucun article du CNDP où on dit qu'à l'absence du Premier ministre, il doit être remplacé par le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice. Deuxième insuffisance, le CNDP doit se doter des règlements intérieurs. Jusqu'à présent, nous travaillons de manière consensuelle, je dirais à la limite de manière artisanale, parce qu'il n'y a pas un règlement intérieur qui gère les activités du CNDP. Je pense qu'il faut parler à cela. Troisièmement, il faut donner une force beaucoup plus dynamique au CNDP en se disant que lorsque les textes du CNDP sont adoptés de manière consensuelle, il faudrait qu'au niveau des gouvernants, que ce texte-là soit pris en compte dans son intégralité. Je pense qu'au cours des débats qui vont avoir lieu, nous allons relever les institutions du CNDP et pour pouvoir redynamiser le CNDP parce que c'est un cadre, pour moi, véritablement qu'il faut maintenir parce que ça concourt à la paix, au renforcement de la démocratie et à la sauvegarde de la République. Le Conseil national de dialogue politique regroupe les partis politiques légalement reconnus et le gouvernement. Chaque parti y est représenté par son leader ou ses représentants. Le gouvernement est représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, ou un ministre par lui désigné. C'est l'article 3 du décret portant création du CNDP qui le dit. Ou un ministre par lui désigné. Donc moi je ne vois pas là où il est dit que ça doit être le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice. Mais ici, on a pris l'habitude que ce soit le ministre de l'Intérieur parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui est le ministre chargé des tutelles des partis politiques. Et le ministre de la Justice intervient en cas d'élection. Et voilà pourquoi ces deux ministres assistent aux travaux du CNDP. Donc, ce n'est pas qu'il est dit dans le décret que ce soit le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de la Justice. Avec l'opposition, nous sommes des adversaires politiques, et nous ne sommes pas des ennemis. Et les travaux du CNDP ont toujours marché par consensus. Même si parfois les discussions sont houleuses, nous arrivons toujours, sous la direction du Premier ministre, Brigitte Raffini, nous arrivons toujours à trouver un consensus. Et je suis certain que nous trouverons toujours ce consensus autour de la table. Si vous voyez tous les travaux du CNDP, nous avons toujours fini par nous entendre. Si le jour où les travaux se déroulent, nous ne nous entendons pas, nous remettons à un autre jour, et quand nous revenons, chacun met un peu d'eau dans son vin, et nous finissons par avoir un consensus. Malgré la jeunesse de sa démocratie, moins de 25 ans, le Niger sert aux yeux de nombreux observateurs de la scène politique de laboratoire d'expérience démocratique par excellence, une démocratie conquise par le biais des grandes luttes et dont la survie réside en grande partie dans la paix, la stabilité, mais également le dialogue permanent
au sein et entre les différentes forces politiques en présence sur l'échiquier national.